Bonsoir tout le monde. Donc, avant de commencer, permettez-moi de me présenter très brièvement. Je me nomme Birou Diallo et je suis membre de l'équipe de direction du repos Saint-François d'Assise. Malheureusement, aujourd'hui, le directeur général, M. Alain Chartier, ne sera pas des nôtres. Donc, cela dit, je tiens, à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du repos Saint-François d'Assise, à vous exprimer nos chaleureux mots de bienvenue à la présente soirée rencontre sur le deuil qui sera la dernière de l'année. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous reprendrons nos soirées rencontres à compter de février 2024. Sur ce, avant de céder la parole à Madame de Montigny, nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année 2024. Merci. Alors, oui, Esther, oui, ça fonctionne, merci. C'est chaleureux hein, d'entendre son accent. Et tout ça, on dirait que ça aide à... Faites pas fondre la neige trop vite, elle est belle ce soir. Merci de ce bel accueil, Birou. Et à mon tour de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue, je suis heureuse de vous savoir quand même en si grand nombre parce que avec la température, on se dit toujours, est-ce que les gens viendront? J'espère que vous avez... Mettre le micro un petit peu plus haut, oui. D'accord. OK, merci. J'espère que vous avez admiré comme moi le beau paysage. Moi, j'étais comme une enfant, là, puis je me disais, il faut que je reste attentive au volant. Mais j'étais vraiment, vraiment intéressée à regarder la lourdeur de la neige dans les arbres et puis les belles lumières de Noël un peu partout. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter brièvement, parce que je lui demandais aussi de compléter, notre invitée de ce soir. Elle s'appelle Evelyne Donini, elle est psychologue, donc une consoeur qui va venir, qui est là pour nous parler de la croissance post-traumatique et souvent liée à différentes épreuves de la vie, mais particulièrement au deuil, parce que c'est ce qui nous regroupe, nous, ici, ce soir. En même temps, juste avant de céder la parole à Evelyne, j'aimerais saluer ma collègue qui est ici ce soir aussi en arrière, Christine Goyette, et qui est la grande Manitou du web avec les gens qui sont branchés ce soir directement avec nous. Alors, c'est elle qui orchestre ça pour nous. Alors, merci beaucoup, Christine. Oui. Alors, Evelyne, je suis très, très heureuse. Je lui dis vous parce qu'on ne se connaissait pas. Mais on peut se tutoyer, on peut se tutoyer. Oui, bon, oui. Ça fait plaisir de le faire. Et puis, ben moi, j'ai eu des nouvelles que la présentation un jour que tu avais faite à propos de la croissance post-traumatique avait été très aidante. J'ai pensé que, comme ça, pour le temps des fêtes, c'est dur de traverser le deuil, même si c'est dur à différentes périodes de l'année et pas toujours juste à des dates bien précises. On sait que parfois, il y a des temps plus difficiles. Alors, la croissance post-traumatique, peut-être que ça va être un sujet, on va échanger ensemble, elle et moi, par quelques questions. Mes questions seront plus brèves et ses réponses plus élaborées parce que c'est elle qu'on veut entendre. Mais merci de nous raconter un peu ton parcours. Oui, 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 oui. Alors moi, je suis psychologue depuis presque une trentaine d'années. Je disais à Joanne qu'à l'époque, à 14-15 ans, j'écoutais Jeannette Bertrand. Et je la voyais à la télé. Et j'étais fascinée par l'être humain. Et une des choses qui fait que je suis devenue psychologue, c'est un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle Des gens comme les autres, Ordinary People, en 1980. Alors, je vais au cinéma avec une de mes amies, et le film raconte l'histoire d'un jeune homme d'une famille. On est à l'automne, on commence avec le canal de Pachelbel, c'est super beau dehors, et là, on rentre dans l'histoire d'une famille
où un des deux frères est décédé en bateau. Donc, les deux fils vont à la pêche, il y a une tempête, et un des deux fils n'arrive pas à amener son frère sur le bateau. Bon, ça commence. Et puis... bonne ventilation. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, quand le film commence, toute la famille est en deuil. Et ce jeune homme-là est très déprimé. Il a beaucoup de cauchemars, de flashbacks de ce qui s'est passé. Et il va être orienté à un psychologue qui va l'aider à ne pas se sentir coupable d'avoir lâché la main de son frère. Alors, je suis revenue chez moi, j'ai dit à ma mère, « Maman, c'est ça que je veux faire dans la vie, moi. Je veux aider les gens comme ça. » Alors, on est en 1980, alors que le stress post-traumatique existe presque pas. On commence à en entendre parler un peu. Et donc, rapidement, dans ma pratique, j'ai commencé à travailler donc, beaucoup avec des victimes d'actes criminels, un peu avec des militaires aussi. Puis, c'est intéressant parce qu'au niveau des militaires, ce que je voyais quand je suis allée aux États-Unis, c'est que ce qui leur restait de plus traumatique, c'était la perte des frères d'armes. Donc, ça m'a amené à toucher sur le deuil traumatique aussi. Et ces dernières années, bien, on entend un peu plus parler de croissance post-traumatique, puis je dois vous avouer que j'étais un peu rébarbative à ce sujet-là quand je voyais le mot croissance post-traumatique, parce que je me disais, il n'y a pas grand-chose de positif à vivre un accident, à vivre le décès subi d'un proche, à vivre le suicide d'un proche, à vivre une agression. Étant donné que je fais de la pratique privée principalement, je voyais beaucoup de gens en détresse et je me disais, ouais, croissance après un trauma, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Donc, j'ai voulu pousser le sujet, lire là-dessus, comprendre ce qu'on avait à dire et franchement, je trouve que c'est un sujet fascinant. Absolument. Et si tu déjà le définissais, ce sujet, ce thème-là, oui. Il y a une définition précise? Oui. Alors je vous ai amené une définition dans un livre qui est « La croissance post-traumatique se définit par l'expérience de changements positifs, significatifs, découlant des efforts d'adaptation d'une personne face à une crise majeure. » Et si vous avez une chose à retenir de la conférence, je vais peut-être le redire plusieurs fois, c'est la chose suivante, c'est que la croissance post-traumatique, elle ne provient pas de l'événement, parce qu'il n'y a rien de positif à vivre un événement traumatique. Elle provient plutôt de la crise que la personne va traverser, du processus dans lequel la personne va s'engager, de ce parcours du combattant que la personne va faire. Donc, ce n'est pas l'événement qui va générer la croissance post-traumatique plutôt que toute la convalescence qui va suivre. Et quand j'ai commencé à lire sur la croissance post-traumatique, je me disais, ouais, c'est vrai que, étonnamment, j'ai des clients qui, en fin de parcours, vont me dire, tu sais, Evelyne, je souhaiterais à personne ce que j'ai vécu. Mais il y a quelque chose que je retire de ça. Et pour moi, c'est toujours surprenant d'entendre des gens dire, par exemple, j'apprécie beaucoup plus la vie qu'avant l'événement. Donc ça serait un élément de croissance post-traumatique. Oui. En fait, je pense que les gens nous parlent du dénouement de l'événement. Oui. Comment ça s'est dénoué au fil du temps et qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce que l'événement nous permet de devenir. Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Comment dire, c'est quelque chose qu'on découvre pas d'un coup sec, hein? C'est un long processus. C'est un long processus, oui. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Et la façon dont c'est arrivé, la croissance post-traumatique, peut-être vous vous demandez comment on est arrivé à un peu comprendre ce processus-là. Donc, c'est une étude qui a été faite à la fin des années 90 par une équipe en Grande-Bretagne suite à un accident maritime. Donc, on parle d'un ferry qui est en Belgique, qui va faire une traversée. Et ce qui s'est passé, donc il y avait à peu près 400 personnes à bord du traversier. On est en janvier, donc les eaux sont glacées et malheureusement, les portes du ferry sont restées ouvertes en avant et en arrière. Donc, en l'espace de 3 minutes, le ferry a coulé. Il n'était pas très loin du rivage, mais étant donné que les eaux étaient glacées, on a malheureusement perdu la moitié des gens qui étaient
sur le ferry, donc autant des passagers que du personnel. Donc, il y a une équipe en Grande-Bretagne qui s'est intéressée aux conséquences sur les survivants, des conséquences sur leurs pensées. Comment est-ce que ces gens-là voyaient la vie après cet événement-là? Donc, ils ont établi que la moitié d'entre eux indiquaient que leur pensée sur la vie, leur rapport à la vie avait changé de façon négative suite à l'événement. Ça, c'est ce dont ils se doutaient. Mais étonnamment, la recherche a démontré que la moitié des individus indiquaient que leur rapport à la vie avait changé positivement. Et ça les a vraiment intéressés de voir, mais mon Dieu, comment un événement comme celui-là qui entraîne la mort, comment un événement comme celui-là où les gens ont vécu beaucoup d'impuissance, comment est-ce qu'il peut y avoir des retombées positives? Donc, c'est là qu'ils ont commencé à s'intéresser à cet aspect-là et qu'est né le thème de croissance post-traumatique. On l'a vu aussi avec Lac Mégantic. S'il y en a qui ont écouté la série, on voit vraiment à travers chacun des épisodes, on voit vraiment la vie des personnages, de plusieurs personnages, donc on voit vraiment l'horreur de cette communauté-là. Et à l'époque, c'était Mélissa Généreux qui était directrice de la santé publique en Estrie, qui était à bord, et elle a mis en place une multitude d'éléments pour favoriser le deuil chez cette communauté-là. Donc, des activités artistiques, entre autres, donc pas juste offrir de la psychothérapie. Et donc, ils ont fait des études sur le stress post-traumatique. La majorité de ces gens-là souffraient encore de stress post-traumatique 1 an et demi plus tard, mais il y avait un sentiment très fort d'appartenance à la communauté, entre autres, un besoin d'activité artistique et une plus grande spiritualité aussi chez ces gens-là. Donc, on a pu étudier le phénomène ici aussi. Oui, très, très intéressant. Est-ce que déjà, à ce stade-ci, on pourrait faire la nuance, et y en a-t-il une grande, une petite, entre la résilience et la croissance post-traumatique? Oui, c'est très important la différence entre les deux. Donc, la résilience, si vous êtes familier ou familière avec ce thème-là, c'est tout ce qui va permettre à une personne de rebondir. Donc, il y a une multitude de ressources intérieures qui vont aider les gens à traverser une crise, qu'on parle d'être capable d'aller chercher de l'aide, de nuancer, de raisonner, d'être capable de bien s'accompagner, d'être capable de laisser monter les émotions, d'avoir des loisirs, d'avoir des passe-temps, d'avoir peut-être des animaux dans sa vie. La spiritualité va être une ressource aussi qu'on va trouver bien importante. Donc, la résilience, c'est tout ce que la personne va mettre en place dans les premiers jours, les premières semaines, pour traverser l'événement traumatique, pour traverser l'épreuve de vie. Alors que la croissance post-traumatique, c'est plutôt ce qui va découler de la convalescence. Donc, si je vous fais si je vous mets tout ça en image, on pourrait parler, par exemple, mettons que l'épreuve de vie pourrait être l'image d'un tremblement de terre. Alors, la résilience serait un édifice qui est happé par le tremblement de terre et l'édifice va tenir le coup. Il va y avoir des fissures, il va y avoir des éclats de verre, mais l'édifice va rester là et donc on va le réparer. On va réparer les fissures et on va le solidifier. La croissance post-traumatique serait plutôt lorsqu'il y a tremblement de terre, mais l'édifice s'écroule au complet. Il ne reste plus rien. Et là, les ingénieurs vont se questionner à, OK, qu'est-ce qu'on va faire de différent quand on va le reconstruire pour qu'il puisse résister à un prochain tremblement de terre? Donc, ce serait vraiment ça, la nuance entre les deux. Donc, la résilience, c'est tout ce qui va aider la personne à tenir le coup, tant des ressources intérieures qu'extérieures, alors que la croissance post-traumatique, en fait, c'est que la personne, elle ne tient pas le coup, elle va avoir la traversée du désert. Elle va devoir se reconstruire. Je ne pouvais pas mieux dire. Elle va devoir se reconstruire. Et ce qu'on voit au niveau de la croissance post-traumatique, c'est qu'elle va se reconstruire différemment. Alors, les recherches actuelles indiquent que 60% des gens
vont démontrer au moins un élément de croissance post-traumatique. Ils vont se reconstruire autrement. Puis quand on dit autrement, on entend quelque chose qui donne le sentiment que la personne va plus loin que Oui. tout ce qu'elle a vécu. Oui. Est-ce qu'on appellerait ça dépasser le vécu de la souffrance? Oui. Ou on appellerait ça vivre avec la souffrance qu'on a eue? Ou... Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Vous êtes plus la spécialiste du deuil que moi. Mais évidemment, il y a vivre avec la souffrance, composer avec la souffrance, dépasser la souffrance jusqu'à un certain point. Hein? Oui. Il y aurait un La peu tout ça. transformer. La transformer, exactement. Et c'est là qu'on se transforme. Oui. Parce qu'on a transformé la souffrance. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à une croissance Alors, tout à fait. post-traumatique? Tout à fait. En tout cas, ce qu'on observe beaucoup en psychothérapie, c'est qu'il y a généralement 3 parcours suite à une épreuve de vie importante. Le premier parcours, c'est celui de la personne qui va rester avec des difficultés importantes, des séquelles physiques, des séquelles psychologiques. La vie ne sera jamais plus comme avant. Et ça peut être difficile pour cette personne-là d'aller de l'avant, d'avoir des projets, de rêver, d'aller vers les autres, parce qu'il y a quelque chose qui s'est éteint. La deuxième personne serait la personne qui va être en mesure de revenir ce qu'elle était avant l'épreuve. Donc, elle va faire preuve de résilience, cette personne-là. Elle va avoir probablement la traversée du désert, mais elle va être en mesure, avec le temps, de retoucher à l'espoir de vivre, l'envie de vivre, l'envie de s'ouvrir aux autres, l'envie de créer et tout ça. Et la personne va beaucoup ressembler à ce qu'elle était avant l'événement. Et la croissance post-traumatique serait la personne qui va aller plus loin et pour qui ce parcours-là va devenir un tremplin pour mieux vivre. C'est ça qu'on pourrait voir chez ces personnes-là. Ça va avec la quête de sens? Ça va avec la quête de sens. C'est pour ça qu'on dit que la croissance post-traumatique prend généralement de 1 à 2 ans avant qu'on puisse l'observer. Donc, il va y avoir un moment où la personne va être déstabilisée, où la personne va avoir à composer avec une nouvelle réalité. Dans des épreuves de vie, il y a des deuils. Oui, il y a des deuils d'individus, mais parfois, il y a aussi le deuil d'un travail, le deuil de relations, le deuil d'un sentiment de sécurité, le deuil d'une joie de vivre, le deuil de projet, le deuil d'un avenir qui n'est plus comme avant. Hein? Donc, ça implique un long travail, tout ça. Et donc, ce qu'on nous indique au niveau de la croissance post-traumatique, c'est que généralement, 1 à 2 ans plus tard, là, il va avoir un nouveau mouvement de vie. Donc, la personne n'est pas juste en survie ou pas juste la tête hors de l'eau, mais il va avoir un nouvel élan de vie qui va se manifester, exactement. Et alors, une personne, est-ce qu'elle a plus de chance ou est-ce un mythe si elle est bien entourée que si une personne est seule, mais qui a beaucoup de ressources intérieures? Je pense que les 2 réponses sont bonnes. En fait, les recherches au niveau du trauma, du moins, nous indiquent que l'élément qui favorise le plus la récupération psychologique, c'est l'amour des proches, le soutien adéquat des proches. Quoi de mieux quand on a mal, quand on a eu peur, quand on a perdu? Quoi de mieux qu'une main sur l'épaule? Quoi de mieux que quelqu'un qui nous prend dans ses bras? Quoi de mieux que quelqu'un qui va nous dire « T'es pas toute seule, je suis avec toi ». Quoi de mieux que serrer notre animal de compagnie? Hein? Moi, j'inclus beaucoup les animaux de compagnie dans aller chercher vers autrui. Donc, les gens qui sont capables d'aller vers les autres, les gens qui ont des relations riches. Et ce n'est pas obligé d'être 8 personnes. Ça peut être une bonne amie, ça peut être un conjoint, ça peut être ma perruche, à la limite. J'ai une cliente que pour elle, sa perruche, c'est extraordinaire. Elle lui parle à tous les jours, la perruche lui chante en retour. Il y a une relation. Elle n'est pas seule.
Et à sa perruche, elle peut confier tout ce qu'elle veut. Puis elle ne sera pas jugée, voyez-vous? Donc, le soutien adéquat des proches va énormément jouer dans la convalescence, ça c'est certain. Mais il y a des gens qui n'ont pas tant besoin des autres aussi. Il y a des gens qui sont bien tout seuls. Alors, ces gens-là ont peut-être un espace intérieur riche. Alors, s'ils sont capables d'y avoir accès, ça va aussi beaucoup jouer dans la convalescence, c'est sûr. S'ils ont eu des expériences de solitude enveloppantes, oui. réconfortantes, plus tôt dans la vie, des Tout fois, à fait. on peut aimer des espaces de solitude, oui. mais il y en a d'autres qui ont peur de la solitude, alors ça peut être plus difficile, parce que même entourer une personne qui souffre, oui. Elle se sent assez seule. Elle peut se sentir seule, elle peut se sentir incomprise, elle peut se sentir de trop. Elle peut sentir qu'elle dérange. Hein? Donc, le soutien des proches est vraiment un facteur très, très, très important. La croissance post-traumatique, on peut imaginer donc en bureau, oui. avec un ou une thérapeute qui nous aide à aller vers cet objectif, vers cet inconnu, mais avec beaucoup de, comment dire, un bel accompagnement vers cet inconnu. Mais est-ce qu'on le voit dans des rencontres de groupe? Est-ce qu'il y a des croissances post-traumatiques en groupe? Bien, je pense que le groupe est un facteur très favorisant parce qu'on voit les autres évoluer, on peut être inspiré, on peut reprendre espoir. On a parfois le modèle de gens qui sont rendus à une autre étape, ça nous montre que c'est possible. Et à travers mon regard sur l'autre personne qui chemine, je peux voir mon propre cheminement aussi. Donc, ça peut être intéressant de l'identifier, d'identifier les éléments de croissance post-traumatique et de les nommer à la personne. Oui, absolument. Tantôt, tu disais, on peut penser à 1 ou 2 ans pour cheminer, puis... alors, comme ici, avec nous, la plupart ont été touchés par un deuil. Oui. Hein? Une perte de l'être cher, qui peut créer un trauma, qui peut créer un bouleversement incroyable. Et à ce moment-là, est-ce que dans les recherches, on parle de... Il faut un temps pour le deuil? Est-ce que ce serait exactement. La croissance, la traversée du désert? La traversée du désert, exactement. Avec tout ce que ça demande. Oui. Puis là, au bout d'une certaine traversée du désert, on va dire au bout d'1 an, 2 ans, on n'aime pas quantifier, ou plus, merci de le dire, parce qu'on n'aime pas trop quantifier. Ben non. Mais est-ce que ça se ferait de pair avec le deuil, parallèlement, ou à la suite d'une étape, par exemple, quand Jean Montbourquette parle dans le deuil de l'héritage, qu'est-ce que la personne que j'ai perdue m'a laissé comme héritage affectif, comme désir d'être inspiré par sa vie et de faire quelque chose avec la mienne grâce à l'espace que nous avons vécu ensemble. Oui. Hein? Tout ça. Alors, il y a tout un travail en amont là, pour arriver. Il y a tout un processus, exactement. Il y a tout un processus, puis peut-être pour identifier la croissance post-traumatique, je vous donnerai comment elle se manifeste. OK. Donc, la première chose qui revient beaucoup chez les gens dont on a fait des recherches, c'est une plus grande appréciation de la vie. Donc, les gens qui vont nous dire « je sais maintenant comment la vie est fragile, mais je sais aussi maintenant comment la vie est précieuse. » Et le fait d'avoir, c'est plus juste une connaissance théorique, le fait de l'avoir vécu dans mon corps à travers la traversée du désert, mais ça peut faire en sorte qu'il y a des gens qui vont nous dire les petites choses me font frémir, les petites choses me font pleurer de joie. J'apprécie la neige, j'apprécie le changement de saison, j'apprécie comme jamais un repas avec une amie. J'apprécie comme jamais mon chat collé sur moi. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui revient,
qui est un des éléments de croissance post-traumatique. Le deuxième, un renforcement des relations avec les proches. Donc, cette traversée du désert-là va faire en sorte que, du coup, ce qu'on ressent en étant au contact des autres êtres humains peut être un peu plus fort. Donc, on voit des gens qui ont besoin de relations plus profondes, plus authentiques, qui vont apprécier davantage les petits gestes des proches, par exemple. Une meilleure connaissance de ses forces personnelles. Donc, les gens qui vont nous dire, après cette traversée du désert-là, j'ai découvert des choses sur moi. J'ai découvert qu'il y avait des ressources que je ne pensais pas que j'avais. J'ai découvert peut-être des gens autour de moi que je ne pensais pas qu'ils seraient aussi empathiques avec moi, qui seraient aussi aidants auprès de moi. J'ai découvert qu'une fois passée la crise, j'ai du ressort à l'intérieur de moi. J'ai découvert une spiritualité en moi que peut-être je ne soupçonnais pas auparavant. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que les gens vont nous nommer au niveau de la croissance post-traumatique. L'identification de nouvelles possibilités ou d'un but dans la vie. Le nombre de clients ou clientes que j'ai dans mon bureau qui ont vécu, ça peut être des agressions, ça peut être un accident grave, ça peut être une maladie grave, et qui, en fin de parcours, vont me dire, ben là, Evelyne, j'ai toujours voulu des enfants, ben là, je vais en avoir. J'ai toujours voulu vivre en campagne, ben là, je fais le move. J'ai toujours rêvé d'aller chercher tel diplôme, je le fais. Étant donné que la vie devient plus précieuse, il y a une volonté de s'accomplir autrement. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'un an ou deux, c'est se donner la permission de vivre toutes les étapes que le deuil ou l'épreuve de vie implique, mais éventuellement, la personne va revenir à « OK, et moi maintenant, qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste? Qu'est-ce qui est significatif pour moi? C'est quoi le sens que je veux donner à ma vie maintenant? » Donc, on a des gens qui vont revoir leurs priorités de vie, qui vont se donner des nouveaux projets aussi. Ça aussi, ça fait partie de la croissance post-traumatique. Un accroissement de la compassion et de l'altruisme envers les autres. Donc, le fait de traverser le désert peut faire en sorte que on apprend qu'une amie vit une perte. Ben, peut-être qu'on va être encore plus proche de cette personne-là. Peut-être qu'on va savoir trouver les mots pour cette personne-là. Peut-être qu'on va être encore plus touché par ce qui se passe dans le monde aussi, hein? Donc, il y a ici une volonté peut-être d'aller davantage vers les autres. Et quand je pense à ça, il me vient en tête un très bon exemple de croissance post-traumatique, je pense, Monsieur Pierre-Hugues Boisvenu, qui a perdu ses 2 filles de 2 événements différents. Donc, cet homme-là a beaucoup travaillé pour que l'IVAC, donc l'indemnisation aux victimes d'actes criminels, reconnaisse les parents ou les proches qui survivent, par exemple, à l'assassinat d'un membre de la famille, pour que ces gens-là aient des services. Donc, cet homme-là a vraiment travaillé au niveau social pour que certains individus reçoivent une aide plus tangible, plus réelle et plus rapide aussi. Ça, ce serait un très bon exemple aussi de croissance post-traumatique. Un renforcement de la dimension spirituelle. Alors, des gens qui vont dire, bien, depuis l'épreuve de vie, j'ai plus envie d'aller en nature. La nature me fait du bien. Le silence me fait du bien. La méditation me fait du bien. Les animaux me font du bien. Pour d'autres personnes, ça va être aussi une religion. Hein? Ça peut être d'aller à l'église, ça peut être d'aller prier, ça peut être d'ouvrir la Bible, mais un retour un peu vers l'univers. Qu'est-ce que le sens de ma vie dans cet univers-là, le sens de la vie en tant que telle. Et moi, je vois bien des clients qui vont vivre avant tout ça une crise existentielle. Parce qu'une épreuve de vie confronte à la mort, mais confronte aussi à l'injustice, confronte à l'impuissance, confronte au non-sens de la vie. Donc, comment
comment trouver un sens à tout ça? Donc, c'est tout à fait normal, les moments de colère, de révolte, les moments où on en veut aux gens qui sont heureux, moments où on en veut aux gens qui l'ont plus facile, peut-être. Donc, je vois chez certains clients une crise existentielle, mais éventuellement, à travers les étapes que la personne va traverser, il y a parfois quelque chose d'autre qui se dénoue. Une augmentation de la créativité. Alors, des gens qui vont avoir envie d'écrire, de peindre, d'apprendre un instrument de musique, juste d'aller dans quelque chose qui n'est pas cognitif puis qui va leur faire du bien. Donc, tout ça, ce sont des éléments de croissance post-traumatique. Ça me rappelait, pendant que tu parlais, tu as commencé avec un film que j'ai tant aimé. Pour vrai? Ah, mon Dieu! Very Ordinary People, j'oublierai jamais ce film merveilleux sur le deuil. Sur le deuil, oui. Ah oui, des gens ordinaires ou bien ordinaires, le titre en français. Vous pouvez le retracer, vous avez juste à taper ça et c'est quelque chose à voir. Ça date de très longtemps. 1980, Joanne. Puis c'est encore vraiment à jour. On voit tout le sentiment de culpabilité du frère quand il revient d'une maman qui est tellement brisée par la perte de son enfant que elle n'a pas beaucoup de regard sur lui parce qu'elle a trop mal de l'enfant qu'elle n'a plus et elle a de la difficulté à réinvestir l'enfant qui reste. C'est exactement ça. Et on voit tout ce processus assez merveilleux, justement, d'une croissance familiale pour le père, pour le fils. Tout à fait. Et j'allais dire, parce qu'on parlait de trouver des moyens à travers la créativité, à travers... puis je parlais de groupe et tout ce temps-là me venait un autre film, je crois aussi qu'on peut repérer maintenant assez facilement, qui s'appelle « À quoi ça sert la vie ?» Et c'est des jeunes, des très jeunes qui ont perdu un parent ou un frère, une sœur, et qui se réunissent. Pour ça, je me disais, il y a une croissance peut-être en groupe aussi. Oui, oui. Et ils ont perdu de façon, pour eux, assez tragique, là, bien sûr, un être cher parce qu'ils sont jeunes, et puis le parent était jeune, ou le frère et la sœur étaient jeunes. Et donc, les enfants ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, sont tous assis là, ensemble, et ils sont comme ça, appuyés, les coudes sur le plancher. Et il y en a une qui dit « À quoi ça sert la vie? » Et puis là, les enfants commencent à répondre à cette question. Mais c'est de toute beauté, là. Il y en a un qui dit « Ben voyons, ça sert à faire des enfants. » Puis on dit « Ben non, ça sert à faire du bon pain. » Et puis là, ils commencent à réfléchir sur à quoi ça sert la vie. Et c'est très, très puissant. On s'aperçoit que ça part très tôt, l'idée d'une quête de sens. Et que ces enfants-là, 5, 6, 7 ans déjà, se questionnaient beaucoup sur tout ça. C'est un bijou. Alors, ça fait du bien de voir qu'il y a des films ou des documentaires comme ça qui nous inspirent énormément. Et tout à fait. On a vu ce que ça fait pour toi. Ça t'a donné le goût de devenir psychologue. Alors, c'est intéressant d'aller chercher un peu partout, au fond, tout ce qui peut nous renseigner, enseigner. Et puis moi, j'y crois beaucoup par la créativité et l'art, parce qu'on a vu pendant la pandémie à quel point l'art nous a sauvés d'une vie qui stagnait et qui était loin d'être en croissance. Hein? Donc, on n'avait pas besoin de sortir, mais on pouvait se mettre à la guitare à laquelle on n'avait pas touché depuis des années, ou commencer à faire du pain, ou sortir des pinceaux, se sentir un peu moins seul, puis peut-être évacuer ce qu'on avait besoin de sortir par rapport à ça, et avoir le sentiment de ne pas juste faire du temps. Parce que c'était un peu ça pendant la pandémie. Bien sûr. On a l'impression de faire du suspens, d'être en suspens. Est-ce que dans ta pratique, tu entends souvent les gens dire j'ai peur de ne jamais me remettre de la perte
Oui. J'ai peur de ne jamais me remettre de la grande épreuve. Comment on fait pour à la fois espérer sans trop s'illusionner et en même temps avoir une foi en une vie qui a été brisée, mais Oui. qui demande à être revisée autrement, revisitée. Les gens ont peur de ne pas retrouver ce qu'ils ont perdu, parce Mais que oui. j'aime cette phrase dans le deuil qui dit « Qu'est-ce que j'ai perdu de moi en te perdant? » Et Qu'est-ce que l'autre a emporté avec lui que je retrouverai peut-être pas? Hein? voilà. Oui. Et l'espoir, malheureusement, ça ne s'achète pas à la pharmacie. Hein? C'est parfois difficile de contaminer quelqu'un d'espoir. La personne peut dire, je t'entends, là, je vois que tu es sincère quand tu me dis que tu crois en moi et que tu crois que je vais m'en sortir, mais moi, je ne le ressens pas. Ça commence par des petites choses. Et je pense que ça commence par se trouver une petite routine rassurante. S'accrocher à certaines choses. Donc, la personne qui allait voir un film tous les mardis soirs, ben peut-être y aller une fois par mois, mais recommencer à aller au cinéma, même si le film n'est pas super bon, même si ce n'est pas son film préféré, mais juste pour dire, je prends une pause. Donc, comment la personne peut-elle se donner des pauses? Être inspirée par ce qu'il y a autour de soi. Comme psychologue, on va souvent dire à nos clients, c'est important que vous sortiez, que vous marchiez, que vous allez dehors, pas rester en pyjama toute la journée. Mais ce que je vais leur dire aussi, c'est pouvez-vous marcher en regardant autour de vous, pas avoir le regard par terre. Regardez, si ça vous fait trop de peine de regarder les gens, bien juste regardez la nature. Les saisons qui passent, la nature qui change, la nature qui évolue. Observer. Observer, oui, exactement. En fait, le deuil, c'est vraiment une confrontation à la mort. Et moi, dans mon bureau, quand je travaille avec des gens qui ont vécu des traumatismes, c'est aussi d'être confronté à la mort à travers un hold-up, à travers la maladie, à travers une agression. Et le défi, il est tout là. C'est comment est-ce que la personne peut renouer peu à peu avec la vie. Et je crois que ça commence vraiment par des petites choses. Donc, de s'ouvrir aux autres, choisir peut-être une personne avec qui on peut se permettre de pleurer, se permettre de dire « il me manque, elle me manque », de laisser monter les émotions pour qu'elles puissent s'évacuer, quitte à ce qu'elles reviennent 5 minutes plus tard, mais ça va être très, très important. La capacité de bien s'accompagner, d'autocompassion. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, qui, entre autres chez les militaires, où on dit que les militaires qui étaient capables d'autocompassion étaient beaucoup moins sujets à la détresse psychologique, comme si la capacité d'autocompassion devenait plus importante que la guerre à laquelle ils avaient été confrontés, les événements auxquels ils avaient été confrontés. Donc, l'autocompassion, ça veut dire d'être capable de me voir comme une personne humaine, avec ses limites, avec ses forces, d'être capable de me donner du crédit, d'être capable de me donner du temps, d'être moins sévère avec moi, d'être moins jugeante avec moi, pas trop être dans les « il faut ». Ben là, il faut que j'arrête d'y penser. Ben là, il faut que je sois capable de. Ben là, je devrais. Hein? Oui, peut-être que je devrais, mais en ce moment, ce n'est pas ça qui monte. Donc, est-ce que je peux évacuer ce que j'ai à évacuer? Donc, l'autocompassion, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup aux clients en thérapie. Un peu comme on dirait prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Exactement. Exactement. Se traiter comme sa meilleure amie. C'est un peu classique, mais ça marche. Se traiter comme sa meilleure amie. Alors, toi, tu as vu des personnes, tu les as vues croître. Oui, oui, je les ai vues croître. Oui. Et as-tu des exemples où tu t'es dit, est-ce que cette personne-là va y arriver? Des fois, on doute ou pas? Ou... Oui, oui. Je peux peut-être vous parler d'une cliente, ça fait tellement longtemps. C'était une dame qui était changeur dans le métro puis qui a été victime d'un hold-up. Et elle était certaine que l'individu allait tirer. Il n'a pas tiré. Elle était très, très croyante, mais ça l'a mis dans une terreur épouvantable.
elle a quitté son travail et elle avait, je vous dirais, la mort dans l'âme. C'est-à-dire qu'elle avait, elle avait beaucoup perdu le goût de vivre parce que pour elle, la société, c'est comme si cet individu-là devenait ce que la société représentait pour elle. Comme si elle voyait qu'il n'y avait plus grand-chose de bon dans la société. Donc, elle s'est mise à décliner beaucoup. C'est quelqu'un qui vivait seule. Alors, son travail, c'était toute sa vie, mais elle n'était plus capable de faire son travail. Elle avait beaucoup trop peur. Et puis, à un moment donné, il y a une inspiration qui lui est venue. Je pense qu'elle a rêvé à ça, puis elle s'est dit, je pense que je dois le faire. Elle a décidé d'aller bercer des bébés prématurés à l'hôpital juif de Montréal. Et puis, sur le coup, ça lui est venu un peu comme une intuition. Alors, elle a décidé de devenir bénévole. Et quand elle a commencé à donc bercer les bébés prématurés, donc souvent, c'était surtout pour les enfants dont les familles habitent loin et ne sont pas nécessairement prêts, elle s'est mise à observer ces enfants-là et à se dire, mon Dieu, je tiens dans mes bras un enfant qui est né à 22, 23, 24 semaines, qui est tout petit. Et eux, ils s'accrochent à la vie. Ils ont le désir de vivre. Et ça l'a inspirée à faire la même chose. Elle s'est dit, si eux s'accrochent à la vie, moi, je dois faire la même chose aussi. Donc, elle s'est mise à leur parler, à leur dire, tes parents s'en viennent et tout ça. Puis en même temps, elle avait l'impression qu'elle parlait un petit peu à la petite fille à l'intérieur d'elle, qui était toujours terrorisée par l'image qu'elle portait. Écoutez, c'est une dame pour qui le 31 octobre, donc la journée de l'Halloween, c'était l'horreur pour elle. Parce qu'il y a des gens qui sonnent chez vous, qui sont masqués, vous ne les connaissez pas. Des fois, c'est des vêtements d'horreur avec du sang et tout ça. Donc, elle était vraiment très, très, très traumatisée, cette personne-là. Et ça l'a énormément aidée à recommencer à voir des amis et à recommencer à aller vers la vie. Et ça, c'est un très bon exemple de croissance post-traumatique. Alors, elle ne s'attendait pas à découvrir à travers cet enfant quelque chose qui allait la remettre sur... qui allait l'animer à nouveau. Oui. Exactement, c'est ça. Je peux aussi vous donner l'exemple de ma belle-mère. Alors, ma belle-mère a perdu mon beau-père il y a 3 ans. Je vous parle d'une dame qui s'est mariée à 18 ans et demi. À 19 ans et demi, elle avait son premier fils qui est mon conjoint. Elle n'avait jamais vécu seule. Et ils étaient comme ça. On ne voyait jamais l'un sans l'autre. Quand mon beau-père est décédé, ça a été vraiment très, très, très difficile pour elle. Et nous, on s'inquiétait. Elle habite en Mauricie. On se disait, mais mon Dieu, elle va tomber seule pour la première fois. Pour la première fois de sa vie, elle va dormir seule, elle va manger seule. Et puis, ce qu'elle a fait, qui est un élément de résilience, c'est qu'elle est allée vers les autres. Elle a adopté la philosophie suivante qui était « je dis non à rien ». Donc, un neveu qui l'appelait « ma tante, ça te tente-tu d'aller chez Saint-Hubert? » Oui. Une voisine qui disait « est-ce que ça vous tente d'aller marcher? » Oui. « Est-ce que ça te tente d'aller faire des achats de Noël avec moi? » Oui. Elle disait non à rien. Pas une belle-mère classique, ça. Et donc, elle a vécu son deuil parce qu'elle se sentait coupable. Mon beau-père avait une maladie qui s'appelle le corps de Louis, qui est une maladie où il y a Alzheimer et Parkinson. Donc, ça n'a pas été facile, évidemment, peut-être la dernière année et demie. Et puis, il y avait des choses dont elle se sentait coupable. Elle a fait du ménage là-dedans. Et puis, aujourd'hui, ma belle-mère est capable de voyager avec un groupe et dans quelques semaines, elle va prendre l'avion toute seule pour aller rejoindre une nièce à qui elle a dit oui pour aller en Floride. Donc, elle va aller la rejoindre en Floride. Ma belle-mère n'aurait jamais fait ça avant. Elle n'aurait jamais été au cinéma toute seule. Elle n'aurait pas rien fait toute seule. Alors, je l'ai vue se transformer, ma belle-mère, parce qu'elle avait envie de vivre. Elle avait envie de se donner une suite. Et là, bien, écoutez, ça va être son 3e voyage en 1 année. Donc, elle nous dit, il n'y aura pas d'héritage. Hein? Moi, les sous, je vais tous les dépenser, puis on lui dit, c'est parfait. Mais là, elle a envie de faire plein de choses.
Et je trouve ça fantastique. C'est beau. C'est très beau à voir, très inspirant à Et voir. parfois, on n'imagine pas que ça pourrait arriver qu'elle se transforme ainsi. Ben, oui, c'est exactement ça. Tout le monde est heureux. Tout le monde découvre que l'autre avait ce potentiel. Exactement. Ouais, c'est une Exactement. découverte Oui. pour toute la famille. Hein. Donc, par rapport à la croissance post-traumatique, ce qu'on peut se demander quand on vit une grande épreuve de vie, c'est peut-être juste laisser, je dirais, méditer sur la question suivante. À quoi je voudrais que ressemble mon futur? Est-ce qu'il y a une petite chose que j'aimerais faire différemment? Est-ce qu'il y a une petite chose que j'aimerais accomplir? Pas tout de suite, c'est pas le temps. Pas tout de suite, je suis pas prête. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça peut être aussi simple que prendre un cours de piano si vous avez toujours rêvé de faire un cours de piano. Hein? Ça peut être aussi simple que vous mettre au tricot si c'est ce que vous voulez. Ça peut être aussi simple que faire un grand voyage comme ma belle-mère, si vous le voulez. Mais juste de laisser tourner cette question-là sans se mettre la pression d'y répondre maintenant, c'est créer un futur. C'est créer un après. Et c'est là que commence la croissance post-traumatique, à mon avis. C'est vraiment très intéressant. J'aimerais ça peut-être qu'on profite beaucoup de notre dernière rencontre au bout de l'année Oui. Pour être en dialogue avec toutes ces belles personnes Tout à qui fait. se sont déplacées, qui sont ici et qui ont peut-être jusqu'à maintenant déjà des questions Mhm. et puis qu'on voudrait être en échange, avoir des exemples, par exemple, de difficultés, là où c'est quand même encore inquiétant par rapport à l'avenir, Mhm, mhm. ou tout ce que les gens peuvent avoir envie de te dire, Yveline, et de nous Oui. dire par rapport à cette difficulté. Parce qu'on y pense au temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui trouvent cette période-là encore plus lourde. Oui. Et encore, on se disait quand même, avant de commencer la soirée, que ça peut arriver n'importe quel moment durant l'année. La vague. Oui, la vague qui d'émotions. frappe, la Oui. vague d'émotions, le manque, la grande tristesse. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes parfois, quand il y a beaucoup, beaucoup de lumière, quand Mhm, les gens disent qu'ils vont se rencontrer, se voir et que la personne ne peut pas fêter Noël de la même façon que l'année Oui. dernière Oui. et qu'il y aura peut-être plus de solitude et de peine. Mhm, Donc, on pourrait en profiter pour mhm. voir qu'est-ce que déjà des personnes... On a un micro, Esther, qui est à la technique avec nous ce soir. Elle nous offre le micro pour qu'on puisse... oui, on le laisse ici, puis merci beaucoup. Et on vous le... Je pense bien que Marie-Josée va venir nous aider parce que Marie-Josée, elle aime ça, nous prêter main forte, puis elle va prendre le micro, puis elle va nous aider. Tout le monde connaît Marie-Josée qui est à l'accueil, hein, et qui est avec nous au Repos Saint-François depuis plusieurs années aussi. Hein? Plusieurs, oui. Allez-y si jamais déjà. Oui. D'abord, merci. Je trouve que c'était une super belle conférence. Je trouve que ça donne de l'espoir d'entendre qu'il y a du beau après la traversée du désert. Je trouve que l'image de la traversée du désert est très forte. Puis quand on est dedans, c'est difficile de concevoir qu'il peut avoir du beau après. Fait que d'entendre des exemples où il y a eu une traversée et qu'il y a du beau après, c'est très réconfortant. Moi, ma question, c'est, on parle de croissance post-traumatique. Au début, vous avez parlé de deuil traumatique. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire mon plus Dieu. sur le deuil traumatique? Merci pour la question. C'est une excellente question. Alors, le deuil traumatique survient lorsque la perte, elle est brutale, elle est traumatique. Donc, perdre un proche suite à un accident de voiture, une avalanche, un tremblement de terre, un suicide, un arrêt cardiaque,
un AVC. Donc, on parle ici d'une mort brutale qui est soudaine. Et ce qu'on va voir chez certaines personnes, c'est le deuil, comme vous vous en doutez, et chez d'autres personnes, on va voir le deuil traumatique. La différence entre les deux, c'est que la personne va avoir deux catégories de symptômes. Il va avoir toutes les réactions liées au deuil, donc la peine, le besoin de regarder les photos de la personne, le besoin de regarder des vidéos, de sentir ses vêtements, tous les projets de vie qui s'arrêtent, la colère, la tristesse et tout. Donc, toutes les étapes que vous connaissez et dont sûrement il y a eu plusieurs conférences au fil du temps. Mais il pourrait y avoir aussi une partie traumatique qui est que je reste marquée par la façon dont la personne est décédée. Je vais vous donner un exemple très concret de ça. Admettons qu'une personne décède d'un accident de voiture. La partie traumatique pourrait être que j'ai de la misère à rentrer dans ma voiture. J'ai de la misère à aller sur la route où s'est passé l'accident. Si je vois un accident de la route, si je passe devant un accident de la route, je vais avoir des réactions physiologiques, je vais avoir des tremblements, je vais avoir de l'anxiété et tout. Ces symptômes-là ne sont pas liés au deuil, sont liés à l'accident, sont liés à l'aspect traumatique. Donc, moi, dans mon travail, quand je rencontre des gens qui ont un deuil traumatique, je vais d'abord leur donner des stratégies pour les symptômes traumatiques, donc les cauchemars, les flashbacks qui vont rester, parce qu'on a des outils qui peuvent aider les gens assez rapidement. Et si on peut diminuer la charge du trauma, on dégage de l'énergie pour le deuil qui, lui, peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, la partie traumatique, ce serait vraiment des cauchemars liés à la façon dont la personne est décédée ou des flashs liés à la façon dont la personne elle est décédée. Ce serait vraiment l'aspect traumatique. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est-tu clair? Oui? Merci pour votre question. Est-ce que ça peut... Pardon. Oui, je voulais juste vous dire que ceux qui sont curieux de ce thème-là, Pascal Brion a écrit un très bon livre sur le deuil traumatique. Donc, Brion, c'est B-R-I-L-L-O-N. Donc, elle a écrit un ouvrage sur le deuil traumatique. Est-ce qu'il peut y avoir trauma malgré que ce ne soit pas soudain, la mort? Malgré que ce n'est pas au sens où on vient de l'expliquer qui est le plus fréquent, donc la soudaineté de l'événement et puis les circonstances entourant. Mais est-ce que, par exemple, même en soins palliatifs, on peut perdre un être cher et ressentir une sorte tout à fait. de trauma? Ben oui, parce qu'évidemment... Même si on sait qu'on s'est fait dire que c'était la fin. Parce qu'il peut rester quand même des images des derniers moments. Puis il y a des gens qui vont rester avec des images, mais il y a des gens qui vont rester avec des sons, des odeurs, des sensations physiques qui vont se manifester aussi. Donc, en fait, moi, j'aime beaucoup voir le traumatisme comme un millefeuille. Il y a plein de couches. Alors, il y a différentes séquences qui peuvent rester difficiles pour la personne, des images qui peuvent rester difficiles pour la personne. Puis, généralement, ça ne va pas se présenter tout en même temps. C'est comme il y a une couche qui va se montrer le bout du nez, puis là, on va travailler un peu. Ensuite, la personne, il y a une détresse qui diminue, puis ensuite, il y a une autre couche qui va se montrer le bout du nez, et on va les travailler les unes derrière les autres. Donc, il peut y avoir plusieurs séquences qui vont rester troublantes pour la personne, liées justement à une fin de vie qui peut avoir été difficile. Marquant. Exactement. Oui, c'est ça. Par exemple, j'écoutais un psychiatre décrire que les otages, actuellement, pas tout le monde va vivre un traumatisme. Tout à fait. Et il disait entre 10 et 30% des otages vont, à plus long terme, vivre l'expérience comme un trauma qui se répète, mais les autres vont le vivre à très court terme. C'est exactement en général, ça. Oui. Au bout d'1 mois, 2 mois, les images, les horreurs qu'ils auront vécues peuvent s'estomper. C'est fascinant de quoi l'être humain est capable. Parce que oui, les statistiques nous disent qu'environ
une personne sur 4 va développer un trouble de stress post-traumatique suite à un accident, une agression, le décès subi d'un proche et tout ça. Ce qui veut dire que le 3/4 ne développera pas de trouble de stress post-traumatique. Par contre, on va considérer que les premières semaines, c'est tout à fait normal pour les individus d'y penser, d'y rêver, d'avoir de la difficulté à se concentrer, d'avoir des problèmes de sommeil, de sursauter, d'être craintif de certaines choses. En fait, on pense que notre système nerveux est fait en sorte que les 4 premières semaines, toutes ces réactions-là sont des réactions normales qui font juste nous dire que notre système nerveux travaille. Le corps, il travaille pour digérer l'événement traumatique. Et chez 75% des gens, ça va s'atténuer au bout de quelques semaines. La personne va encore se souvenir de l'événement, mais il n'y aura pas nécessairement la charge émotive et elle va être en mesure de reprendre ses activités assez normalement. Alors que pour une personne sur 4, les symptômes vont devenir un peu plus réguliers, les cauchemars vont rester fréquents, les flashs vont rester fréquents, et là, il y a une détresse, puis on a l'impression que, dans le fond, c'est comme si l'événement est too much par rapport à ce que l'organisme est capable de digérer, d'où le besoin d'orienter ces gens-là vers un suivi psychologique, entre autres. Et est-ce qu'on sait pourquoi ou il y a trop de facteurs? Il y a beaucoup de facteurs. Alors, tout dépend bien sûr de l'intensité de l'événement, dans quel état la personne était lorsque l'événement est arrivé, quel âge la personne avait. Si la personne était en jeune âge, d'un côté, elle a moins de ressources, mais d'un autre côté, elle ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Donc, on dit que les enfants, d'un côté, peuvent être protégés. Donc, l'âge va jouer, le réseau social va jouer. Est-ce que la personne va rapidement demander de l'aide ou non? Et tous les facteurs de résilience dont on a parlé vont se mettre en place aussi. Est-ce que je suis capable de voir ma juste part de responsabilité dans l'événement? Est-ce que je suis capable de nuancer? Est-ce que je suis capable de me renseigner, de raisonner, de laisser accès à mes émotions, de pleurer quand j'en ai besoin? Est-ce que je suis capable d'autocompassion? Donc, tout ça va se mettre en place dans les premières semaines et va faire en sorte que certains individus ne développeront pas de troubles de stress post-traumatique. C'est ça. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas une personnalité résiliente. Non, il n'y a pas de gène. Une personnalité ou une... Oui. Il n'y a pas le gène de la résilience. Et qu'on a pu être résilient à un moment de notre vie et pas à un autre. Mm-hmm. Ben oui. C'est pas acquis pour de bon. Et si on ne l'a pas encore atteint, ça ne veut pas dire qu'on ne l'atteindra jamais. Tout à fait. Tout à fait. D'autres belles questions comme ça. Vous voyez, ça nous fait parler encore plus. Vous nous aidez à creuser, oui. J'avais le même commentaire qu'on a entendu au début. Merci pour l'espoir que ça donne. Les propos que vous avez tenus, c'est comme si on s'imagine qu'on va pouvoir atteindre un état de bien-être meilleur, peut-être même meilleur qu'avant. Mm-hmm. Mais moi, en même temps, j'ai l'émotion inverse. J'ai vraiment les deux émotions en même temps. Je ressens un espoir, je suis contente, mais en même temps, je ressens une espèce de... Puis là, ma question, c'est pouvez-vous m'aider à diminuer cette émotion désagréable? Il y a une espèce d'anxiété de performance. Mm-hmm. Alors moi, il faudrait que je réussisse en terminant mon deuil, à avoir un projet de vie peut-être même encore meilleur que ce que j'avais avant la mort de mon proche. Il faudrait que je réussisse à trouver un nouveau sens à ma vie. Il faudrait que je réussisse à avoir une spiritualité peut-être même encore plus pleine qu'avant. Il faudrait que je réussisse cette croissance traumatique-là. Mm-hmm. Et puis, tout à coup, je ne réussis pas. Comment je vais me sentir? Pouvez-vous m'aider à me démêler avec cette émotion-là? C'est une excellente question. Quelle belle question. Mais oui, c'est une super bonne question. Vous savez, je vous ai nommé 7 points qui étaient les domaines de croissance post-traumatique, mais c'est rare que quelqu'un ait les 7. Je pense qu'on peut en viser un. Et si on vise d'apprécier encore plus la vie, bien, on a réussi. Et puis, dans la façon dont vous dites, ça me prendrait un meilleur projet de vie, peut-être qu'il y a
moi, je crois que c'est important de faire attention aux mots qu'on utilise. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « maintenant, ça me prend un meilleur projet de vie », ça pourrait être « éventuellement, je vais avoir besoin d'un projet de vie ». Avoir un projet de vie, ça veut dire qu'il y a un futur quand même. Donc, peut-être mettre des mots un peu moins exigeants. Hein? Il faut que j'ai une spiritualité. Bien, pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, j'ai envie aussi de compléter avec « surprenez-moi ». Parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui me tente, là. Puis, j'ai pas beaucoup le goût de m'investir encore plus, de faire autant d'efforts. Donc, surprenez-moi la vie. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette vie, ce à quoi je ne m'attends pas? Je ne m'attends plus rien d'elle, mais surprends-moi la vie. Il y a ça. Et puis, il y a un exemple que j'aimerais peut-être aussi apporter. Je me souviens, il y a plusieurs années, d'une dame qui m'avait consultée. Elle avait survécu à un grave problème qui était arrivé soudainement. Et on l'avait réchappée rapidement de ça. Et finalement, elle n'avait pas ressenti le trauma. Elle était retournée travailler peu de temps après l'incident grave qui lui était arrivé. Mais les gens au travail lui disaient « ça va te revenir, ça va péter fort, ça là. Il faudrait que tu t'arrêtes, il faudrait que tu consultes. C'est pas normal que tu vives ça comme si tu n'avais pas traversé un événement extraordinaire. Tu as failli mourir et puis tu reviens travailler comme ça. » Et la personne, quand elle est venue me voir, elle m'a dit « je viens vous voir parce que je me sens coupable. » J'ai dit « vous vous sentez coupable de quoi? » Et elle a dit « je me sens coupable de ne pas aller plus mal que comment je vais là. » Et là, elle m'a expliqué que selon son entourage, elle devrait avoir des réactions beaucoup plus visibles et beaucoup plus cohérentes avec ce qui lui était arrivé. Et finalement, on a exploré tout ça. Et pour elle, c'était ce qu'elle voulait le plus, retourner comme c'était avant. Elle n'avait pas un désir d'être... Parce que les gens, ils ont dit, tu vas voir, habituellement, ces choses-là nous transforment. Tu devrais atteindre quelque chose d'inespéré. Et comme ça ne venait pas, elle se sentait mal de ne pas, un peu comme vous le dites, réussir dans une sorte de performance de l'être. Et finalement, on a travaillé que pour elle, c'était suffisant. Elle aimait ce qu'elle était, ce qu'elle faisait. Elle allait continuer dans ce sens-là. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous proposez, parce qu'il faut être à la fois à l'écoute de « j'ai gelé tout ça et puis je ne vois pas que je ne vais pas bien », en ce qui a trait à l'exemple que j'ai donné, ou bien je vais bien, mais tout le monde pense que je devrais aller mal, ou bien j'ai pas cette ambition-là, moi, personnellement, d'être trouvé en moi quelque chose d'autre que ce que je connais de moi. Alors, c'est un peu ce qu'on avait travaillé ensemble, laisser la vie vous surprendre plutôt que d'essayer de bûcher pour trouver ce qu'elle a à vous apporter de nouveau. Alors, c'est un peu ça. Je sais pas tout à fait. Je vois vraiment le thème de la croissance post-traumatique comme un mouvement intérieur qui ne se crée pas. Il peut venir, il peut ne pas venir, mais je crois que l'idée, c'est peut-être de rester ouverte à ce que la vie peut proposer, tout simplement. C'est très, très important, votre remarque. Oui. Très important. Puis on le voit dans le deuil, hein? On peut dire que les gens qui ont senti qu'il y avait des étapes à traverser, puis que si on n'était pas rendu à telle ou telle étape, ou qu'on n'était pas rendu à tel mois de l'année, puis que ça faisait déjà 2 ans ou 3, et qu'on n'allait pas mieux, les gens sentent une pression que tu devrais aller mieux. Alors, il y a un rythme pour tout le monde, et puis
on n'a pas tous les mêmes conséquences. Oui. Oui. Dans une vie. Mhm. Qu'est-ce que c'est venu changer en nous et autour de nous, Mhm, mhm. cette perte-là. Puis parfois, la pression sociale, c'est aussi parce que chacun se rassure à travers tout ça. Hein. Si je dis à quelqu'un, mais écoute, tu devrais aller mieux, je suis en train de me dire, moi, si un jour je vis un deuil, je vais être capable d'aller mieux. Tu sais, donc, il y a quelque chose autour de ça. Et donc, Oui, c'est pas simple. non. Allez-y, parce que c'est un sujet en or, ça. Oui, Oui, certainement. Vous avez droit à plusieurs. Vous avez parlé, Mme de Montigny, tout à l'heure de traumas possibles, par exemple pour les gens qui sont en soins palliatifs, pas pour les gens qui sont en soins palliatifs, mais pour les accompagnants des personnes en fin de vie. Effectivement, parfois, il y a des images ou il y a des événements qui sont très marquants. Mhm. Tu as demandé un conseil, je vais en demander un aussi. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là pour qui ces images-là sont imprégnées très fort pour les adoucir un peu? Oui. Ben, je pense qu'il n'y a pas une phrase, comme on dit, one fits all. Je pense qu'il faudrait que je connaisse la personne pour essayer de découvrir avec cette personne comment on va réussir ensemble à je dirais, décrire l'image, voir un peu l'impact de cette image et puis essayer de démystifier parce que notre image, elle est là et quand on est traumatisé, tout est multiplié. Hein? Nos sens ont été exacerbés par le traumatisme qu'on a vécu. Donc, ce qui est pas si gros pour les autres peut l'être beaucoup pour soi. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a, on a avantage à travailler ensemble pour découvrir, par exemple, moi, j'ai subi un traumatisme et avec les premiers aidants que j'ai eus, psychiatre, psychologue, surtout un psychiatre, j'ai aimé sa méthode avec moi. Comme j'avais survécu à un crash d'avion, il me disait, là, est-ce que tu peux me dessiner ce qui reste dans ton souvenir? Puis, voyez, alors avec le dessin, avec lui, j'ai été capable de mettre d'abord l'avion en pièces avec noir, rouge pour le sang, le feu, et après essayer de reconstruire sur papier un avion tranquillement. Ça a été un long processus. Hein? Donc, une autre personne, ce ne serait pas ça. Elle aurait procédé autrement. Donc, je ne pourrais pas dire, écoute, si tu vis un trauma, prends un papier, un crayon, dessine. Alors, ça peut être bien indiqué chez quelqu'un et moins chez l'autre. C'est pour ça qu'on mérite un accompagnement pour que la personne découvre avec nous ce qui nous est possible et ce qui nous est impossible. Puis, juste sur cette même lancée de ce trauma que j'ai vécu, j'écoutais tantôt tout ce que tu apportais, Evelyne, qui était très riche, et je cherchais un dénominateur commun, et c'était pour moi, en t'écoutant, l'autre, la relation avec l'autre. Pour moi, cette relation, il y a comme une main qui est tendue pour nous, devant nous, qui va nous aider à nous relever. J'ai peine à croire qu'on le fait seul. Moi, je n'aurais pas pu me relever seul. Et à ce moment-là, je vais juste vous donner un exemple où ça faisait 3 ans que j'étais en détresse. Ben non, j'exagère, c'était pas la détresse à ce moment-là, c'était pas 3 ans, c'était 1 an et demi, la grande détresse, où j'arrivais pas à marcher. J'étais en fauteuil roulant,
j'arrivais pas à marcher. Et la physiothérapeute me disait toujours, il faut que tu te lèves et que tu marches parce que tu n'es pas paralysé. Et il va falloir que tu réapprennes à marcher. Moi, j'avais trop de douleur et j'aimais mieux qu'elle m'indique le chemin en fauteuil roulant pour me dire, tu vas pouvoir vivre en fauteuil roulant, la vie va être quand même bonne et belle en fauteuil roulant. J'arrivais pas à me mettre debout et tolérer la douleur. À ce moment-là, j'ai essayé plusieurs fois. Et un jour, elle nous dit, parce qu'on était juste un petit groupe en physiothérapie, j'ai demandé l'autorisation au patient qui va venir cet après-midi de vous dire ce qui lui est arrivé pour que vous l'accueilliez et que vous n'ayez pas peur. Alors, c'est un homme qui avait tenté de s'immoler par le feu et donc était très, très brûlé. Son visage était brûlé, son corps était brûlé et la médecine l'avait réchappé. Lui, il voulait mourir. Il voulait se suicider, mais la médecine l'avait réchappé. Alors, quand je l'ai vu arriver, oui, on a eu un peu peur de lui, même si on était préparé. C'était difficile à voir. Et je me souviendrai toujours, elle lui demande, est-ce que vous pouvez vous asseoir sur la civière? Il dit, je vais essayer. Elle lui dit, est-ce que vous pouvez vous lever et tenter de marcher? Il dit, je vais essayer. Et là, je vois cet homme, moi je suis en fauteuil roulant, puis là, je vois cet homme qui se lève et qui fait à peu près d'ici jusqu'à vous, madame. Et puis là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Il était tellement frêle. Jamais on n'aurait pu imaginer que cet homme allait obéir à son souhait qu'il marche. Et il l'a fait, même avec désespoir, mais il l'a fait avec un grand courage. Et là, je me suis dit, attends, lui, il a tout fait pour mourir, et puis on le réchappe, puis voilà qu'on lui demande de marcher, il marche. Moi, j'ai tout fait pour vivre, et voilà que je ne veux pas me lever parce que j'ai trop mal. Mais c'est lui qui m'a levé debout. C'est lui qui m'a incité à marcher. C'est lui qui m'a donné un premier courage d'aller de l'avant. Alors, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Puis en même temps, c'est extraordinaire ce qu'il peut apporter à d'autres. Alors, c'est aussi comme ça pour les endeuillés. Ils ont vécu quelque chose de grave, d'important, et ce qu'ils peuvent apporter après aux autres, soit en groupe ou soit dans les fondations qu'ils vont mettre sur pied, ou soit dans toutes sortes d'occasions de faire quelque chose avec ce deuil. Eh bien, il fallait que je fasse aussi quelque chose avec mon deuil de toutes ces personnes qui étaient mortes à côté de moi, et de dire, j'accepte de me lever debout et d'être vivante. Hein? Et quand d'autres sont morts à côté de vous, vous en savez quelque chose. Il y a des gens qui sont morts devant vous, à côté de vous, et qu'est-ce que ça fait? Hein? On a un sentiment de culpabilité d'être là à la place de l'autre. Alors moi, j'ai eu ça beaucoup, longtemps. La culpabilité d'être là à la place de ceux qui étaient morts. Et ma plus grande peur, c'était de voir une mère ou un père me dire, c'est ma fille que je voudrais voir là, alors que c'est toi qui es là. Oui. Et ça, c'est le fardeau du survivant. Oui. Et c'est très dur d'assumer le retour à la vie. Le droit de vivre, à la vie, c'est ça. Et prendre une place qu'on pense qu'on n'a plus parce que l'autre l'a perdu. Alors, il y a tout un travail chez les survivants ou chez les endeuillés qui vivent aussi des histoires semblables à la mienne, parce que chaque histoire est unique, la vôtre est unique, c'est celle qu'on traverse qui est unique. Hein? Notre histoire, elle est unique parce que c'est celle qu'on traverse et qu'on doit transformer le mieux possible quand on le peut, sans pression. Juste pour vous donner une idée, moi, j'ai mis 5 ans avant de dire « merci la vie », que c'est beau la vie. Mais pendant les 5 premières années,
je me demandais si j'allais encore aimer la vie. Et j'ai vu que je pouvais l'aimer encore plus qu'avant. Et c'est là que je dis, laissons-nous nous faire surprendre par une vie qui va nous dire qu'on peut l'aimer encore plus qu'avant, comme si c'était possible. Alors, c'est pour ça que je le raconte un petit peu, juste pour dire, à cause du sujet, Mais oui. que j'ose vous parler de ça. Mais je pense que... Très bon exemple. Ben, c'est l'exemple que je veux dire, au fond, c'est la main qui est Oui. tendue vers nous, Oui. qui va un jour nous sortir de là. Fait que la main était tendue, mais toujours fallait-il que tu acceptes de te lever, ce qui est venu de toi. Oui, ça c'est vrai. Oui, Donc, il y a un mouvement de l'autre, oui, puis il y a un mouvement de soi aussi. c'est vrai. Il faut dire oui à ça. Oui, Un peu faut dire comme oui à ça. ta belle-mère Comme ma belle-mère. qui a décidé de dire oui. À tout. À tout. Mais c'est quand même fort. Moi, c'est ce que j'ai découvert avec l'épreuve, avec la misère de tout ça. J'ai découvert l'importance relationnelle. Mhm. Tout à fait. Ça, pour moi, c'est la plus belle découverte. Mhm. Oui. Oui. J'ai une question. Est-ce que à travers votre l'espèce de leçon que vous avez tirée de cet homme là, qui était si courageux, Oui. puis en même temps, vous aviez le sentiment que pourquoi c'est vous qui avez survécu et toutes ces autres personnes-là qui sont mortes, Oui. comme une certaine culpabilité d'avoir Oui, survécu. assurément. Est-ce que cette culpabilité a trouvé la façon de devenir une responsabilité? Alors, si moi, j'ai survécu et que mon proche est décédé, je lui dois j'ai au moins la responsabilité de poursuivre ma vie d'une manière positive. Oui. Oui, absolument. Ce qui nous sort de la culpabilité, au fond, ou de la responsabilité, c'est comme le consentement. C'est comme je consens à vivre sans lui, à vivre sans elle, et une fois que je consens à faire cela, je veux être inspirée de cette vie-là pour trouver mes forces de vivre et puis de vivre autrement parce qu'on ne peut pas être pareil. Et en même temps, cette culpabilité-là, quand elle se transforme, elle peut être très féconde et elle peut nous donner justement envie de l'altruisme, de la relation, du partage, de faire quelque chose avec les autres et pour les autres. Et donner, c'est recevoir, recevoir, c'est donner. Ça circule. Moi, la joie de vivre est née à partir du moment où j'ai pu être en relation fluide avec les autres et non pas repliée, j'avais pas le choix, pendant plusieurs années sur le mal de vivre à tous les niveaux, là. Mais c'est toujours... moi, vous voyez, elle a commencé la conférence avec l'exemple d'un film qui peut être une histoire vraie, et je crois qu'on doit se laisser inspirer, au fond, par ce que les autres ont vécu. Moi, ça m'inspire énormément. Moi, ça me touche, je pleure, j'écoute les nouvelles, je pleure, j'écoute les otages parler, je pleure, mais il m'inspire. À chaque fois, ça me donne de la force. Je me dis, je vais aller puiser tout le temps mes forces dans le courage des êtres qui sont autour de moi et devant moi. Oui. Moi, c'est plus... je veux juste partager ce qui m'a aidé, moi, comment je peux, justement à accéder à cet aspect de croissance post-traumatique. J'ai survécu à une enfance très traumatique et à un moment donné, j'ai rencontré une thérapeute qui a été extraordinaire pour moi. Un petit peu plus fort, on ne vous entend pas. Oui. Vous ne m'entendez pas? Non. C'est bon, là? Oui. 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 Bon, OK. Oui. Alors, oui. Et puis, c'est un travail, vous parliez de la traversée du désert. Pour moi, ça a été
véritablement faire l'escalade de l'Everest. C'était froid, c'était épouvantable. Puis je me suis dit, je ne serais pas capable de faire ça, moi. Alors j'ai demandé un congé de 3 semaines à ma thérapeute, puis elle me l'a accordé. Elle m'a fait promettre de revenir. Mais pendant ces 3 semaines-là, ça devait faire à peu près un an et demi, j'étais en thérapie. Et là, j'ai fait un rêve. Et à vous écouter, là, j'en vois encore plus le sens. Ce rêve-là, c'était la nuit, c'était une nuit absolument extrêmement froide. Il faisait noir, on ne voyait pas rien. Et j'avais juste je marchais sur un chemin qui était noir. Puis il n'y avait rien autour de moi, j'étais seule. Puis au fur et à mesure que j'avançais, il a commencé à y avoir de la lumière. Et à un moment donné, dans cette atmosphère-là, encore de froid puis d'obscurité, je suis arrivée à une fourche. Et là, je me suis dit, il faut que je décide. Ou bien je retourne vers mon enfance et je résous qu'est-ce qui est arrivé. Ou je continue, puis je m'en vais, je ne sais pas où. Et j'ai décidé de faire le chemin vers le travail que je devais faire. Et là, c'est là que ça devient beau. Et c'est qu'à un moment donné, au fur et à mesure que j'avançais, la lumière se faisait, le soleil se levait, puis là, il y avait plus de monde autour de moi. Puis, on marchait, puis il y avait encore plus de monde, puis il y avait encore plus de monde. Puis, à un moment donné, je suis arrivée à une espèce de grande plaine magnifique. Et puis, il y avait une foule énorme. Et puis, devant moi s'est levé le plus beau soleil, le plus beau lever de soleil que j'avais jamais vu. Et puis, ça m'a guidée tout le reste de ma thérapie. Là, je me disais, je m'en vais vers cet endroit-là où il va y avoir de l'espoir, il va y avoir de la vie. Puis, c'est toujours resté là. À chaque fois que j'ai eu une difficulté, il y a eu 2 suicides dans ma famille, je voyais toujours, à un moment donné, il va y avoir l'aube, à un moment donné, il va y avoir le lever de soleil, à un moment donné, il va y avoir demain. Puis, maintenant, là, j'ai réalisé ça ce soir. Je me suis installée à la retraite. Maintenant, je suis à la retraite. Ça fait 1 an que je vis dans un condo, une résidence, appartement en coin. J'ai une fenêtre qui est vers l'est. Et les levées de soleil qu'il y a là, des fois j'en pleure. C'est tellement beau. Puis, à l'ouest, j'ai ma porte patio, puis j'ai des couchers de soleil à faire perdre le souffle. Puis je me dis, ça a été la métaphore qui a guidé ma vie. C'est super. Super beau. Merci beaucoup. C'est beau parce qu'on voit avec un rêve, voyez, c'est très beau. Des fois, vous voyez, ça vient de là, ça vient de là. On ne sait pas d'où va venir la lumière, le soleil. Oui, c'est beau, certain. Juste avant aussi, je voudrais demander si on a des... Christine, non, il n'y a pas de questions. Les gens nous écoutent. Oui, s'il y en a qui posent une question puis qui veulent qu'on réponde aussi, ça va nous faire plaisir avant de quitter. Mais en attendant, on continue ici pour 2, 3, 4 minutes encore. Hein, si vous aviez quelque chose à nous dire. Mais on ne sait pas d'où ça va venir. Non. Une main, un soleil, oui, un dessin, oui. un enfant qu'elle berce. Il y a quelque chose un jour qui nous amène plus haut que notre Peut-être tête. juste y rester attentif. Oui. Rester attentif à ces choses-là. Oui. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on se quitte, à part un beau, joyeux Noël à tout le monde? Hein? Est-ce que... Oui. Moi, je tiens à te remercier Oui, de ça fait tout plaisir, cœur. Joanne. C'était une soirée très agréable. Merci beaucoup, beaucoup, parce que c'était bien expliqué. Puis, en même temps, on sent toute
la compétence que tu as mis, puis j'oublierai jamais ce qui t'a amené à faire... Le fameux film. Oui, parce que moi, fameux c'est un film. film que j'ai souvent suggéré. Mhm. Il est très marquant, surtout pour les gens qui vivent des sentiments de culpabilité. Tout à fait. C'est un film qui nous aide beaucoup à surmonter ce sentiment. Hein? Oui. Alors, il me reste à vous souhaiter sincèrement de belles fêtes et puis que votre trajet de vie aussi soit guidé par un beau rêve, comme on vient d'entendre, et que le rêve devienne réalité parce que son rêve est devenu réalité. Alors, c'est ça aussi qui est fantastique. Et merci beaucoup pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis plusieurs mois, années en venant ici. Pour vous, les nouvelles personnes qui vous joignez à nous, vous serez toujours les bienvenus. Les personnes qui sont branchées avec nous à l'écran, on les remercie beaucoup aussi d'être là parce qu'il y a des gens qui viennent de différents endroits qui ne peuvent pas se déplacer et qui apprécient d'être avec nous presque dans la salle parce que c'est en direct. Alors, merci à notre technicienne Esther, merci à tout ce monde, Biro, Marie-Josée, tout le monde qui fait en sorte que ces soirées-là existent. Et l'an prochain, on va organiser encore un colloque sur le deuil à l'automne. On va s'y mettre dès janvier parce qu'un colloque, il faut travailler fort pour le mettre sur pied. Et je n'ai pas la date de notre première rencontre en février, mais ce sera le premier lundi de février. Si ce n'est pas un jour de congé, c'est le premier lundi de février. Et on se retrouvera ici, idéalement au deuxième, parce que là, c'était exceptionnel aujourd'hui. Il n'y avait pas de possibilité au deuxième comme d'habitude. Merci encore de vous être déplacés. Merci à vous. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bon retour. Bon retour. Et Il y a une soyez question prudents ici. et prudentes. Oui. Hein? Le 5 février. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, beaucoup.